la parole à Guillaume Veva pour une synthèse de la journée avant que nous accueillions le secrétaire d'État Adrien Taquet qui va venir conclure cette journée. Merci Guillaume. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je risque d'être interrompu dans cette synthèse d'un moment à l'autre, mais je pense qu'il est très important d'écouter le représentant du ministère de la Santé. Moi, je ne suis pas à moitié déçu comme notre ami le professeur Péchanski. Je trouve que, effectivement, ce sont les journées des centres régionaux du psychotrauma. C'était le vœu du ministère de la Santé et des Solidarités. Et bien sûr, évidemment, ça a donné une petite teinte très notée sanitaire à notre débat. Mais comment pouvions-nous en faire autrement? Alors, j'étais à côté de mon grand ami François Ducrot, qui ne cessait de bondir, enfin pour ceux qui le connaissent, il bondit très souvent, en voyant les premières journées du psychotrauma. Non, c'est vrai qu'il a quand même raison. Les premières journées du psychotrauma ont maintenant 20 ou 30 ans derrière elles, et l'action des CUMP est tout à fait à saluer, et c'était vraiment les précurseurs dans notre pays, dans notre système de santé, c'est très clair. CCRP, effectivement, on a senti dans toute la journée la pression du soin, la pression du maillage du territoire en termes de soins. C'est encore une fois, je dirais, le vœu de la construction de cette journée par le ministère de la Santé et des Solidarités. C'était ça qui devait émerger de cette journée. Je pense que ça a été le cas. Attention, pour ceux qui m'ont entendu toute la journée grommelé dans le cahier des charges de la création des centres régionaux du psychotrauma. Il y a autant le maillage en termes des soins que une mission de formation et de faire redescendre le savoir au plus près des acteurs de proximité ou non. Et c'est très important. Mais bon, soyons un peu tolérants. C'est la première journée, c'est la première année. Et l'urgence était sans doute la pression du soin est là, est réelle dans ce pays, et donc on devait donner cette teinte cette année à cette journée. Deuxièmement, l'articulation avec les cellules d'urgence médico-psychologique. Nathalie en a très brillamment, relayé la réalité. Il y a quand même encore un grand champ à faire. Ce sera un champ très important de l'année qui vient, de l'année prochaine. Quid de cette articulation de la fin de l'intervention des CUMP et du relais avec le système de santé en France. Il y a sans doute un échelon intermédiaire à penser, et le CN2R doit s'y atteler. J'ai entendu souvent, j'étais beaucoup plus grand au début de la journée, je ne sais pas si c'est pour ceux qui me connaissent, parce que depuis le temps que j'ai entendu le CN2R devra faire ceci, le CN2R devra faire cela, je me tasse au fur et à mesure du temps. Il est temps que cette journée se termine. Voilà, des grands chapitres, publication, recherche, numérique et diffusion, et je vous laisse tranquille. Quand même, en un an, ce CN2R, qui doit encore faire tant de choses, a commis, si j'ose dire, 21 publications internationales. C'est quand même pas si mal. Alors, pas encore en son nom, nous sommes associés, nous avons écrit et participé à l'exploitation des résultats que nous n'avions pas suscités ou générés, et c'est le travail qui va se mettre en place de participer avec les équipes de recherche ad hoc à la création, la production de résultats en notre nom propre, et nous allons nous y atteler. Dans l'intervention de Madame Pelcé, quelque chose de tout à fait important a été dit, encore une fois confié au CN2R, l'importance de la prise en compte du deuil traumatique. Tu me fais un... Tu sais, moi, dès que tu me fais un geste, moi, j'obéis. Donc, le ministre est là? Ça, il faut que j'écourte? Non, bon, je continue. Donc, nous avons une chance très importante l'année prochaine. On verra bien. Donc, je ne vais pas lui porter préjudice, mais nous attendons le retour depuis 10 ans d'un des élèves de l'université française, brillant, le docteur Éric Buy, qui est aujourd'hui un des meilleurs spécialistes mondiaux du deuil traumatique, qui est aujourd'hui professeur à Harvard, et dont on attend le retour en France pour l'année prochaine. Je pense que là, on aura un allié de poids dans la question que Madame Pelcé nous propose.
Donc cette question de la formation, qui est l'autre mission des CRP, ce sera à l'ordre du jour, et nous allons y travailler toute la matinée, des prochaines journées du CRP, donc qui se tiendront, prochaines rencontres des différents centres, le mercredi 22 janvier, en marge du congrès de l'encéphale et du congrès d'ABC des psychotraumas. Les recherches, au lieu de faire une synthèse, je vous parle un petit peu de l'avenir, du moins tel que je le vois. Plusieurs programmes sont très ambitieux, très différents, sont, comment dire, à l'horizon souchés sur les CRP. Donc ça ne veut pas dire que toute la recherche CN2R sera sanitaire, pas du tout, loin s'en faut. Mais bon, là, nous sommes dans une journée des CRP, c'est vrai que la data, la donnée de recherche, si elle n'est pas souchée sur le soin et sur la réalité des patients que nous rencontrons, elle perd un peu son sens. Donc voilà, des recherches autour de la prise en compte des biais attentionnels dans le trauma, des études épidémiologiques sur le poids du trauma en milieu carcéral, j'en passe. Plusieurs programmes de recherche en thérapeutique que je trouve absolument à la fois inquiétants et passionnants, qui sont des programmes de recherche sur des psychothérapies en réalité augmentée. Alors, vous connaissez bien sûr les psychothérapies chimio-facilitées, il y en a plusieurs sortes. Aujourd'hui, on travaille avec des modulations de la voix, des chercheurs du CNRS avec lesquels Jean-Julien Aucouturier, pour ne pas le citer, Nadia Gerwaou, que j'ai vu dans la salle, oui, je la vois là-bas, travaille sur ce genre de sujet, arrive à dégager des patterns de la voix, l'évolution de la voix de quelqu'un quand il va aller mieux. Et aujourd'hui, on est dans des programmes de recherche où on est capable, le sujet lit son script traumatique dans la TCC centrée sur le trauma du type Edna-Foa, et entend, donc dans un micro tout fin, et entend dans ses oreilles, en 70 millisecondes, sa propre voix transformée avec des patterns comme le jour où il ira mieux. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça, quoi? Est-ce qu'on peut tromper le cerveau? Vous voyez? On ne fait que ça, tromper le cerveau. En thérapie, on ne fait que ça. Donc là, on assume complètement. Vous voyez, on est en plein transhumanisme. Donc évidemment, vous comprenez que ce genre de recherche ne peut être souché que sur les centres régionaux du psychotrauma. Autre vraiment grand projet, et là j'y crois vraiment beaucoup et depuis le début, c'est celui de construire un suivi, un maintien du lien, un rester en contact avec bon nombre de sujets exposés que nous rencontrons tant dans le réseau des UMJ, et Irène a très bien fait l'exposé de l'enjeu, qu'aux urgences, comme Frédéric Varembourg et Nicolas Gau l'ont aussi très bien pointé. Que fait-on pour maintenir le lien avec ces gens qu'on rencontre une fois? Et on a tout intérêt à le faire aussi dans une dimension de recherche, parce que je finis ce chapitre recherche, parce que s'il s'agit bien d'un centre de ressources et de résilience, nous avons tout intérêt à suivre tous les sujets exposés que nous rencontrons pour voir autant ceux qui vont malheureusement pendant un temps aller moins bien et ceux qui réussissent à maintenir un certain cap dans leur vie. Donc voilà, c'est vraiment des perspectives que je vois poindre. Sur le plan du numérique, bien sûr, il faudra qu'on aille à l'avènement du dossier médical informatisé, en lien avec le DMP qui pointe et puis les bonnes pratiques qui vont se dégager petit à petit. Ça, c'est vraiment très important. Je finirai par le vœu et l'exigence de diffusion que nous devons tous porter. Nous sommes en train de constituer avec vous, quand je dis vous, c'est les centres régionaux des psychotraumas, une sorte de vidéothèque, une collection, une traumatothèque, comme disait Nicolas Gau, avec lequel j'ai la chance de travailler. Mais bon, voilà, cette vidéothèque sera bientôt enrichie de films d'animation. On vient d'obtenir les crédits, je les remercie, de la Fondation de France pour mener une opération de diffusion de savoir en animation très simple, pour aussi toucher des gens qui sont, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui ne parlent peut-être pas la langue, tout de suite en tout cas, quand ils arrivent dans notre pays. Donc vraiment ce vœu de diffusion qui est tout à fait important. La carte interactive des structures de soins, qui nous est nommément demandée par le ministère de la Santé et des Solidarités, bien sûr on va la livrer, mais elle s'enrichit d'ores et déjà
par la carte des unités médico-judiciaires, donc les moyens en termes de psychologues ou de soutien dont la réforme de la médecine légale les a dotés, vont pouvoir être mutualisés dans bon nombre de régions, et j'en suis très très heureux. Cette carte pourra s'enrichir aussi d'une carte des ressources associatives, que ce soit des associations de patients ou des associations d'aide aux victimes. Donc ça, j'y crois beaucoup. Donc je terminerai juste par un point. Notre mission, et je le sais clairement, je sais qu'il y a cette teinte sanitaire qui a pollué pour certains toute cette journée, mais je l'assume. Voilà, la mission, c'est pour ça qu'on s'en est saisi avec Thierry, le professeur Bobet, c'est que depuis 20 ans qu'on faisait ce métier, certes, on était convaincus que si les sujets tombaient malades, il fallait les soigner, que si on les soignait, ils allaient mieux. Mais on était convaincus aussi qu'on restait sur le pas de la porte en restant ainsi. Et que ce que nous proposait, à la suite du rapport de Madame Ruzeski, les appels d'offres du Premier ministre et du Président de la République, nous permettait de franchir un vrai cap. C'est-à-dire, bien sûr, il faut développer du soin quand les sujets vont pas bien, on est d'accord, on est tous d'accord. Mais il faut aussi reconnaître et aider le sujet à être reconnu dans ce qui vient de le toucher, que la société puisse le reconnaître, en gros un procès. Et s'il y a procès, peut-être y a-t-il réparation. Il faut travailler là-dessus. Réparation peut-être financière, indemnitaire, mais aussi symbolique. Ces lieux de mémoire, ces lieux de commémoration, tout le champ, notamment, et là je reviens positivement à M. Péchanski et le formidable travail qu'il mène avec le professeur Eustache. Donc voilà, donc c'est bien cette articulation du soin à la reconnaissance et éventuellement à la réparation, c'est sur tout ça que va porter l'action, bien sûr, du CN2R, et en déclinaison et se nourrissant de ce que les centres régionaux du psychotraitement vont nous faire remonter. Et vraiment pour finir, là j'ai compris les signes, ils sont très clairs. Voilà, la diffusion a pour but de faire rentrer autrement dans notre culture ces notions de trauma et de résilience. Et bien pourquoi pas, en France c'est un lieu quand même de culture symboliquement, internationalement reconnu. Ça doit passer par l'art, et nous allons travailler dès l'année prochaine à générer, à susciter une exposition autour des arts du trauma, si j'ose dire, des arts et du trauma. Je vous remercie de votre attention.